Fernand Ledoux m'a dit lorsque je débutais, il m'a dit il faut que tu te souviennes qu'on va au cinéma pour voir des êtres exceptionnels, faire des choses exceptionnelles d'une manière exceptionnelle. Mais un gars qui mange sa soupe comme ça, c'est inintéressant. Mais s'il en fout comme ça qui sont par là, ça devient déjà plus drôle. Alors, mon bon Gerbert, ça va? Ça va. Ça va qui? Mon adjudant. Mon adjudant, chef. Aïe, difficile ça, hein? Mais ça va venir. Bon. D'abord, il faut que ça vienne. Oh, quel changement! Quel changement! Quel beau bureau! Oh! Oh! Mon bon Gerbert, je suis navré de prendre ainsi possession de votre bureau. Je vous en prie. Je vous en prie, qui? Mon adjudant. Quoi? Chef. Chef! 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 Adjudant chef! Adjudant chef! Adjudant chef! Le chef! Milieu des années 60, la France découvre un nouveau comique qui fait exploser de rire des salles entières. Une star est née, son nom, Louis de Funès. Ce sont 8 millions d'entrées pour le premier gendarme, celui de Saint-Tropez. Le Cornio s'envole avec 12 millions de spectateurs. Et ils sont 17 millions à venir applaudir la Grande Vadrouille. Du jamais vu, du jamais égalé. Mais comment expliquer un tel engouement populaire? Quelle est donc l'alchimie qui a permis à ce clown virevoltant d'atteindre, hier comme aujourd'hui, et ce, toute génération confondue, un tel pouvoir de faire rire? Était-ce son allure de petit notaire de province irascible? Son tempérament explosif? Son goût immodéré pour la caricature? Ou alors son talent de mime unique? Mon comique vient surtout de l'intérieur. Ce sont des expressions qui viennent de l'intérieur, c'est-à-dire la lâcheté, la veulerie, tout un petit éventail très humain. Et c'est dans l'œil tout ça, vous savez. Après avoir ça, un sac, ça je pourrais rien faire avec un sac. Mais si j'ai la tête, ça va, je me débrouille. Non mais attendez, avec quelle valise est-elle partie? Oui, mais moi je ne m'en fous pas, figurez-vous. Oui. Non mais dites donc, vous allez de un autre. Crétin! Triple andouille! Boutonneux! Boutonneux! Diablotin sorti de sa boîte. Mimique, grimace, gesticulation incessante. Chez Louis de Funès, c'est tout le corps qui est au service du rire. De Funès est un acteur physique, et donc forcément, il s'intéresse à des comédiens comiques physiques, qui se servent énormément de leur corps dans l'art du burlesque. Donc il va probablement s'imprégner de leur façon de bouger, que ce soit les tics de visage, que ce soit les gestes des mains, des bras. Il me reste Laurel et Hardy, Chaplin bien entendu, Harry Langdon, et voilà des acteurs comme ça qui n'étaient pas des... C'était W.C. Fields aussi, c'est ça que j'adore. Et c'est ça que je voudrais continuer à faire, j'étais impressionné par ça dans le comique, ça c'est mon vrai comique, c'est-à-dire un comique de situation.
Louis de Funès, 1,63 m survitaminé, est un burlesque minimaliste, à l'inverse de ces modèles d'outre-Atlantique qui trouvent le gag en évoluant dans un perpétuel monde de poursuites, de mouvements, de prouesses physiques. Louis de Funès, lui, se limite à un espace plus confiné, plus théâtral. Des lieux fermés dans lesquels il bondit, il bouge, il trépigne, avec autant d'efficacité pour provoquer le rire. Propriétaire d'un véritable petit stade. Un stade comme ça, un stade. Non, c'est... Est-ce qu'en regardant jouer Chaplin, vous avez appris quelque chose pour vous-même, pour votre profession? Oui, j'ai appris le timing. Oui. Le timing, c'est un mot anglais qui n'est pas traduisible en français. Si, je crois que c'est le mouvement d'un film, le mouvement. C'est-à-dire aller vite, il n'y a pas de creux, il n'y a jamais de creux, pas de blanc. J'ai appris ça. 3, 4. Cette quête du mouvement idéal conduit naturellement cet artiste curieux de tout à la danse. La rigueur, la précision sans faille de cette discipline corporelle offre à Louis de Funès un atout supplémentaire pour déclencher rire et fou rire. Plié, tendu, la jambe et hop. Je suis vraiment très doué. C'est un miracle, Salomon, un vrai miracle. Louis de Funès a bien compris que le rythme est essentiel à la réussite de ses films. Un savoir-faire qu'il doit à ses jeunes années quand il était pianiste de bar, et ce, dès 1943. La musique aide à tout. Il y a un rythme, il y a une mélodie dans la parole, dans la manière de raconter des histoires. Je suis certain que ça l'avait aidé. Il était profondément musicien. Je l'ai connu pianiste de bar dans un petit bar derrière la Madeleine, et où il jouait tous les soirs, et où il attendait le passage de l'inspecteur de la Mondaine qui jouait avec lui, et il jouait à quatre mains. Et là, de Funès démarrait ses numéros. Il montait sur le piano, et il dansait Miraca, et il faisait marrer tout le monde. Au piano, dans les bars, s'il avait tant de succès, c'est qu'il y avait déjà une intensité dramatique, entre parenthèses, dans son jeu. C'est qu'il arrivait à chauffer la salle, il arrivait à choisir les morceaux qu'il jouait en fonction de l'ambiance de la salle, puisqu'il avait même déclenché un jour une bagarre, enfin alimenté une bagarre entre officiers allemands, simplement en accélérant le tempo, gentiment, etc. Donc il avait déjà cette intensité dramatique, et voire ce charme. Ça ne suffit pas pour vivre. Il est très mal payé, il touche les pourboires en fait. Et donc il décide tout bêtement de faire des petits... En somme, de la figuration. Et c'est uniquement pour vivre, uniquement pour améliorer ses fins de mois ou ses fins de journée, voilà. Il n'a pas d'ambition personnelle là-dedans. Son ambition, c'est de manger. Fils d'immigrés espagnols, Louis de Funès de Galarza est né à Courbevoie en 1914. Jeune homme, à la recherche d'une profession, il fréquente sans grande conviction l'école technique de photographie et de cinéma de la rue de Vaugirard. Les temps sont durs, il s'essaye comme dessinateur industriel, étalagiste, aide comptable, apprenti fourreur.
Il a 31 ans au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Marié, père de 2 garçons, le pianiste Louis de Funès n'a qu'un désir pour lui et les siens, sortir de cette situation précaire. Le cinéma lui semble alors une issue possible. Il décide de tenter sa chance comme comédien, et cela dans l'unique but de mieux gagner sa vie. Il est figurant la journée au théâtre et au cinéma, il est pianiste en soirée. Louis de Funès, de 1945 à 1956, multiplie les petits rôles. Au cinéma, ses maigres cachets d'acteurs ne font pas encore sa fortune, mais il devient riche de rencontres. Il côtoie les plus grands. Michel Simon, François Perrier, Fernandel, Jean Marais. Tantôt garçon de café, croque-mort cupide, photographe soupçonneux, autant de silhouettes pour une 60aine de films à travers lesquels de Funès apprend les bases de son métier. Pourtant, longtemps, producteur et réalisateur ne voient dans ses prestations qu'une forme de comique vouée au second rôle. Je pense qu'à ce moment-là, effectivement, les scénaristes, dialoguistes comme Janson d'abord et puis après Audiard écrivent des rôles un peu sur mesure pour des acteurs qu'on considère comme justement des acteurs capables d'avoir des grands rôles à l'écran bavards, ce qui n'était pas a priori le cas de Funès, du moins le pensait-on, à tort sans doute. Et donc on n'écrit pas, on va pas le chercher, on le considère toujours comme un pantin gesticulant qui passe entre Brigitte Bardot et Jean Gabin ou Bourvil. Mais on n'a pas en tête l'idée que justement il peut faire mieux que la scène de la cave de la traversée de Paris, plus long, et donc on n'écrit pas vraiment pour lui à ce moment-là. Il faut dire que les comiques qui font recette dans les années 50 ont pour nom Darry Cole, Francis Blanche, Bourvil, Fernandel ou bien encore Fernand Reynaud. Ces stars du grand écran, contrairement au jeu extravagant de Louis de Funès, sont des hommes de verbe. Le mot est leur arme de prédilection. Tout le monde en réclame. Hier, j'avais du mou, en veux-tu, en voilà, personne n'en voulait. Aujourd'hui, j'ai pas... À quelle heure vous atterrissez? Entre des comiques venus de la province, venus du terroir, même Bourvil qui est bien installé déjà et qui va retrouver quelques années plus tard. Bourvil incarne le naïf normand, Fernandel incarne le provincial méridional marseillais, etc., dans la lignée d'un Rému, et de Funès a du mal à s'installer sur ce créneau. Il n'a pas encore trouvé, on ne l'a pas encore apporté le mode d'expression idéal qui va lui permettre d'exploser un peu plus tard. Il faut bien. Oh, je vous demande pardon, vous seriez tellement gentil. Il faut absolument que je rattrape quelqu'un. Il est parti bien? Non, à bicyclette. Oh, bah alors là, mon vieux, moi, je réponds de rien. Oh. Quoi, il y a longtemps? Oh, non, il vient de partir, on le voit presque. Oui, bon, oui, on va essayer. Allez, tassez-vous là-dedans. On fait 50 aujourd'hui. Alors, madame, je vous remercie bien. Est-ce que vous pouvez me rendre service? Encore une souris, naturellement. Courant toujours le cachet, Louis de Funès, parallèlement à sa carrière cinématographique, va prendre conscience sur les planches de son pouvoir comique. C'est un talent qui va éclore d'abord au cabaret, où il amène le public du journal de Jules Renard dans un voyage nouveau. Puis, dans des attractions comme la revue Bouboute, où Robert Derry et ses célèbres branquignoles deviennent sa famille de spectacles. Un cabaret, c'était quoi? C'était un restaurant où il y avait une estrade. Donc imaginez, n'est-ce pas, des gens qui viennent pour dîner, bon, et on leur dit, bah, il y a une chanteuse, ah, comment elle s'appelle? Barbara, ah oui, d'accord, bon. Oh, il y a une fille qui dit des poèmes et qui chante des chansons, puis qui fait un sketch, comment s'appelle-t-elle? Jacqueline Maillan, ah oui, d'accord, bon, ok, on ne la connaît pas, on va voir. Bon, et puis il y avait les sketchs de Poiré et Serrault, il y avait du Valex, il y avait Carmé, il y avait de Funès, bon, il y avait toute la bande de Robert Derry. Alors ça crée quoi? Ça crée des acteurs qui sont des acteurs, moi, que je dirais, des acteurs de conviction, oui. Mais d'une conviction incroyable, c'est-à-dire qu'ils tueraient père et mère pour arriver à être vraiment dans le sentiment et aller au bout de l'intention. Et maintenant, je voudrais bien savoir quel est le bougre de cochon qui a fait un enfant à Je pense que l'origine des inventions tout à fait absolument folles, poétique de Funès. Bon, le nez qui met sous la chaussure, bang, il reprend le nez dans la figure. Ça vient de là.
Je pense que ça vient de là. C'est une volonté d'aller au bout, parce que qu'est-ce qu'il fait dans ces moments-là? Il raconte une situation. Quand il dit elle a des boutons, mais alors des boutons, ta, 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 il se met à faire les avions qui bombardent les boutons, qui explosent. Bon, alors il y a des taches sur le vêtement et tout ça. C'est quoi? C'est une improvisation sans texte. Hey! Engagez-vous dans la douane, jeunes gens qui cherchent un emploi. La douane est un métier idoine et qui me donne tous les droits. Et Louis aimait bien, petit à petit, peaufiner, trouver des choses. Tous les soirs, il trouvait des choses nouvelles. On avait, au départ, entre autres, une toute petite scène avec lui, à un moment, où il nous disait, bon, alors, vous allez surveiller un tel, vous ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, vous? Moi, je les ouvrais. Ouvrez les yeux, ils ouvrent mieux que vous. Ça s'arrêtait là. Et bien, au bout de 2 mois, la scène faisait presque 10 minutes, parce qu'on avait improvisé, mais toujours, jamais à côté, toujours dans la situation. Et qui me donne tous les droits. L'invention, c'est pas de changer dans le texte. L'invention, c'est de trouver la musique comme un musicien improvise des sons. Mais c'est une variété de sons à propos d'un sentiment. Un sentiment peut être interprété avec des musiques différentes, tout en respectant la vérité, qui est la base. La vérité, c'est la base. Peut-être vrai. Un acteur qui n'est pas vrai, on ne l'écoute pas. Mais sur cette vérité, il y a des fioritures. C'est ces fioritures qui enrichissent l'intonation qu'il avait, lui. De Ah les belles bacchantes de Robert Derry en 1951, son premier succès, 14 mois à guichet fermé, son rôle dans Poppy ou dans Ornifle de Jean Anouilh, en passant par la pièce de Sacha Guitry Faisons un rêve, jusqu'à sa prestation dans La puce à l'oreille de Feydeau en 1958, Louis de Funès trouve au théâtre tout l'espace nécessaire à sa créativité. On a commencé à jouer ensemble La puce à l'oreille, et lui, déjà, comme acteur, il avait la même efficacité, la même invention. Il avait déjà cette espèce de, de façon d'aborder la richesse, les gens de pouvoir, ou les gens qui étaient ses clients. Je ne me trompe pas, c'est bien madame qui est déjà venue ce matin. Hein? Oh madame, je suis flatté. Je comptais bien que ma discrétion m'assurerait le cas échéant la clientèle de madame. Mais vrai, je n'attendais pas si tôt. Et par contre, d'une brutalité et d'une violence agressive avec son petit personnel, qui était ce qu'on a pu faire après plein de fois. Mademoiselle se permet de juger ma clientèle maintenant. Allez hop, allez au lit. Faites-moi ce lit et vite. Nous sommes en 1961. Le futur numéro 1 du cinéma français triomphe dans Oscar. L'autre, la cadette. Tu tiens un feu, Bertrand. Oui, c'est ça, alors tu vas retourner dans ta chambre et faut... Une pièce où Louis de Funès a enfin trouvé son double comique. Mais tu as raison, je vous laisse. Vous n'avez pas l'air très bien dans votre assiette ce matin, tous les deux. Adieu, fiston! Je ne savais pas que... Joué des milliers de fois au théâtre, adapté comme une mécanique de précision au cinéma, Oscar consacre à tout jamais la naissance d'un des plus grands comiques français. Et c'est là où il s'est créé ce nouveau personnage du type qui pète les plombs complètement, quoi, dans certaines situations, et qui fait n'importe quoi, qui joue à la marelle dans le salon, quoi. C'était terrible. Alors ça, après, il l'a repris dans ses films. Mais c'est là où il a créé son nouveau personnage. Ouais. 10 minutes. Disparu tout ça par... Regardez ce qu'elle a l'air bête, ça. Tiens, t'auras pas de dot, hein. Mais tu deviens fou, Bertrand! Oui, je deviens fou. Oui, je deviens fou. Bertrand, mettez les épaules! Alors, je suis piqué, salté, là. Oui, je deviens fou. Oui, je deviens fou. Tiens, regarde, je deviens fou. Regarde, je deviens fou. Regarde, je deviens fou. Voilà. Voilà. Allô? Allô, docteur? Laura Pontière est venue le voir dans Oscar, et ça a certainement donné des idées aux metteurs en scène, comme Gérard Houry, des gens comme ça, c'est sûr. C'est ce qui l'a lancé. Grâce à sa prestation dans Oscar, Louis de Funès se rapproche inexorablement du haut de l'affiche. Il s'est façonné un caractère en parfaite résonance avec ses effets visuels. Mais étonnamment, c'est en puisant dans son vécu que le comédien s'est procuré les dernières clés de son personnage. J'ai eu un grand professeur qui était ma mère. C'était une Espagnole
très volubile, qui prenait des colères fantastiques, suivi d'un seul coup, entrecoupé d'un rire, parce qu'il y avait quelque chose, moi je la faisais rire au milieu d'une colère, par exemple, elle éclatait de rire. Ma mère adorait se faire servir. Elle méprisait des petites gens, sachant que c'était très mal. C'est une comédienne. Louis, sa mère, a été vraisemblablement un modèle de... Comment dire, il a chopé un modèle de réaction instantanée sur des moments de la vie qu'il a pigé formidablement. Il me dit un jour, j'avais fait une connerie, et ma mère me disait « Non, c'est bien, mon petit, c'est bien ». Et elle avait la main qui tenait une assiette pour lui envoyer à la figure. Elle s'approchait « C'est bien, mon petit, c'est bien ». Il a beaucoup copié sa mère. Il avait vu sa mère un jour devenir... ils avaient peu d'argent à l'époque, et devenir folle parce qu'elle avait égaré un billet de 100 francs ou de 10 francs à l'époque. Il avait vu sa mère défaire absolument toute la maison, retourner les matelas, les piles de linge, les vêtements, pour retrouver ce billet qu'elle avait caché quelque part, qu'elle avait mis quelque part. Et ça lui avait donné le sentiment de la folie qui pouvait animer les gens par rapport à l'argent, quoi. Dites-moi un gros mensonge que je vois si je vous crois ou si je ne vous crois pas. Mais un gros, hein? Paf! Allez! Eh bien, hier matin, dans les basques du costume vert de Monseigneur, j'ai trouvé 300 000 ducats. Hein? Où sont-ils? Sous ma paillasse. Non, Monseigneur, je vous ai menti. Il notait tout sur des bouts de papier partout. Il était au restaurant, il notait le comportement d'une personne. Et puis, ma mère là, les classait le soir. De là, il les recopiait quelquefois dans des carnets. Et on se rend compte qu'il analysait. C'était un peu Jane Goodall, je crois qu'on dit comme ça, celle qui étudie les chimpanzés, là, depuis 30 ans. Il étudiait un peu l'espèce humaine comme ça. Il me disait un jour, on était sur le bateau, quand on tournait le gendarme à New York, on a fait la traversée sur le France. Et on était tous les deux un jour à se balader sur un pont, et il me dit, dans la démarche, uniquement dans la démarche, vous pouvez dire le caractère du gars. Et il m'a fait un numéro de démarche. Il m'a fait l'autoritaire, il m'a fait le sûr de lui, il m'a fait le faux cul. Rien que dans la démarche, sans dire un mot. Je lui avais dit que j'étais piqué par les punaises dans ma chambre d'hôtel quand je suis arrivé à Paris. Je vivais dans un bouse. Il m'a imité la punaise, mais piquant, c'était un chef-d'œuvre. Parce qu'il faisait les sentiments de la punaise. Il m'imitait son chat, avec la queue qui se baladait comme ça, et les hypocrite. Alors il l'a attrapé par le cou, et le chat regardait comme ça. Moi, je ne sais pas le faire, c'est génial. Il mimait aussi des dames sur la plage. Il les comparait à des poules de basse-cour, vous savez, qui caquettent entre elles sur une troisième qui passe. C'était un chef-d'œuvre. Dommage qu'elle n'ait pas enregistré ça. C'est avec l'œil bête de la poule qui regarde la troisième avec jalousie. Il est bizarre, non? C'était un passionné de Jean-Henri Fabre, qui est, je crois que c'est vers 1860, qui passe pour un entomologiste, mais qui est aussi un éthologue, et qui étudiait le comportement des insectes et tout ça, et c'était son livre de chevet quand j'étais très jeune.
Par exemple, ce qui développera très souvent, et les éthologues me l'ont confirmé, c'est ce qui les intéresse, c'est par exemple, toujours pareil, la lutte du pouvoir. Un individu, chez les singes ou chez les tourterelles, peu importe, qui prend l'ascendance sur un autre. De quelle façon? Dans les bandes de chimpanzés, il y a toujours un chimpanzé dominant, mais il faut qu'il s'accroche à ce pouvoir. Et pour garder ce pouvoir, souvent, il est obligé, ce ne sont pas des combats, mais des gesticulations. Par exemple, un mâle, pour avoir l'air plus imposant, gonfle son poil. Et comme ça, son volume double. Bon, lui s'intéressait à ça chez l'homme. Dans La Grande Vadrouille, il arrive à prendre le contrôle de Bourvil, qui lui-même accepte de lui passer ses chaussures, accepte de le prendre sur ses épaules, non pas par la force, mais simplement par un certain comportement de chef. Alors, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Allez, grimpez sur le mur. Oh, bah dites donc, je suis là, hein. Hey, hein? aidez-moi à descendre. Ah bah je peux pas, j'ai les chiens, voyons. Approchez-vous. Hein? Approchez-vous. Attendez. Hé là, hé. Arrêtez. Arrêtez. Pourquoi voulez-vous les faire arrêter? Pour vous descendre, pardi. On est très bien comme ça. Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Alors, ne perdons pas de temps à bavarder. Allez, en avant, alors. Ça fait 3 fois que vous me faites ça. Mes souliers, mon vélo... Oui, qu'est-ce que c'est? Allez, un peu sur votre gauche, là-bas. Hein, vous croyez que c'est par là? Oui. Ah, très bien. À Laurel, la victime, Louis de Funès préfère Hardy, le bourreau, celui qui commande. Un caractère qu'il va désormais exploiter au cinéma, un petit chef au despotisme exacerbé, un tyran à la mauvaise foi sans limite qui humilie les faibles. Ses subordonnés sont sans défense face à ses facéties autoritaires. De Funès règne, De Funès terrorise. Qui c'est qui a fait ça? C'est moi, maître. Et où vous croyez-vous? Mais, à l'opéra, maître. C'est drôle, ça. Alors sortez-vous. Alors tout le monde, sortez tous, je ne veux personne pour que je répète. Que tout le monde sorte. Et vous les musiciens, un peu... Et vous les fleuristes, un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Chef d'orchestre manipulateur en 1966 dans La Grande Vadrouille, commissaire arriviste dans Fantomas, restaurateur méprisant dans Le Gentleman d'Epsom, patron cynique dans Carambolage, maréchal des logis chef teigneux dans Les Gendarmes, Louis de Funès se délecte avec jouissance dans des rôles de méchants, de vilains, de tordus. Avant, vous me disiez, je ne suis pas méchant. Non, pas du tout. Mais j'ai des instincts très méchants. Ah oh là là, j'ai des instincts horribles. Si j'avais mais ça s'évapore tout de suite. Mais je crois que tout être humain, je tenais celui-là, je lui arracherais. Mais puis ça s'en va assez vite. Je pense que c'est le seul comique qui jouait sur une forme de méchanceté et qui en vérité faisait rire en se parant de tous les défauts du monde. L'avarice, la lâcheté, la mauvaise foi, enfin, etc., etc. Alors que les comiques, la tradition des comiques français, c'est plutôt des gens gentils, un peu bénés par moments, et qui réussissent. Tandis que lui, c'est le contraire. Messieurs, attention, heure H, demain 11h30. Mettez vos montres à l'heure. 16h17. Je demande un volontaire pour se mettre tout nu au milieu des nudistes. Parfait. Au hasard. Une poule sur un mur qui picote du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Qu'est-ce que vous dites? Et moi, j'ai rien dit, chef. J'avais cru vous entendre parler. Ah non, je vous le jure, chef. Ah, c'est plus, j'en suis vert. Et puis s'en va. Ah bah ça, c'est de la triche, chef. Comment? Ah, je disais, c'est de la triche. Non, dites, regardez, qu'est-ce que vous disiez? Ah, rien. Ah, j'avais cru vous entendre murmurer. Dites-moi, cette nuit, vous irez préparer le terrain, hein? Et vous aurez l'honneur d'être le premier au contact de l'ennemi. Voilà. J'espère que vos camarades vous envient. N'est-ce pas? Trompez! Pardon, chef, peut-être que juste un petit slip. C'est quoi? Non, juste un petit slip, je disais ça histoire de... Quand il faut, un chef. C'est la muflerie poussée au bout. Et ça, la muflerie, c'est quelque chose qui crée, si on veut être très pédant, la catharsis. C'est-à-dire qu'on s'identifie complètement à la muflerie parce qu'on n'ose jamais le faire. Hein, bon, être mufle avec sa belle-mère ou avec quelqu'un qu'on n'aime pas le dimanche dans les repas de famille, on aimerait tellement pouvoir le faire. Et ben, l'autre le fait. Alors là, on est absolument soulagé. Ce sont des choses sérieuses
que j'interprète souvent en comique. C'est-à-dire les gens sérieux, les gens graves, sérieux, austères, qui, quand ils rentrent quelque part, c'est quelqu'un qui rentre, c'est quelque chose qui rentre. C'est pas rien, c'est pas un courant d'air. Et ça me fait rire. J'ai déjà dit 100 fois que pour simuler le feuillage des mimosas, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Mais je m'en fous, parlez-en au chef. Mais non, chef, moi je m'en fous aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien, ça va. Ça va très bien, oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si, c'est monsieur Septime qui voulait remplacer le persil par de l'estragon. Dans le mimosa? Oui. Faut mettre du persil? Oui. Du persil et des oignons. Bah oui, c'est ce que je disais. Ah non, non. Mais non, c'est pas ce qu'il dit. Ça, vous n'êtes pas content de mon petit fiole? Ah, c'est le petit Vivienne? Oui, Ah, petit Aloïse. Vous ne voyez pas qu'il y a trop de monde dans cette cuisine, non? Ah oui, mais je m'en vais plus, non, je m'en vais plus. Bon, allez. On va bien, mon petit Marcel, oui. Ça, c'était tout le personnage de Louis. L'autorité et lâcheté. Et ça, il adorait ça. Il adorait jouer les lâches, d'ailleurs. Il adorait faire le lâche. Ah, dès qu'il peut m'écraser, il n'a qu'une idée. M'écraser. Si il peut pas, s'il est en inférieur, il me lèche. S'il y a les chaussures, comme on dit. Odieux avec les petits, les sans grade, lâche avec les grands et les puissants, s'aplatissant systématiquement devant plus fort que lui, le comique de Louis de Funès est tendu entre deux facettes. Il est toujours l'arroseur, arrosé. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, et au nom du président de la République, je vous nomme commandeur dans l'ordre des gens foutres. J'ai surtout pas eu de chance. Oh, si vous avez eu de la chance, et même beaucoup de chance, d'être décoré avant cette interlude télévisée. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? C'est un signe par Rosette. Si ce ruban est indigne, moi, de conserver PEC, me serait de choix. C'est un personnage agressif qui, en vérité, est couvert d'emmerdement. C'est ça qui le rend sympathique. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est effectivement l'image traditionnelle du patron français de mauvaise foi, et à la fois, on n'échangerait pas sa vie contre la nôtre, parce qu'il le paye tellement par ailleurs, voilà, qu'il en redevient sympathique. Ce personnage aurait été épouvantable s'il n'avait pas de problème. Mais comme on lui en collait dans chaque film de pire en pire, parce qu'il a toujours une femme dans ses films qui le brime, qui l'empêche de faire des choses et devant lequel il est un tout petit garçon, quoi. Pour affiner son personnage de despote sans cesse contrarié, Louis de Funès va ajouter une nouvelle dimension à son rire, la critique de la société dans laquelle il vit. De Funès devient une vedette au moment où on entre dans la France gaulliste. La guerre d'Algérie est terminée, la guerre d'Indochine est finie, la France aspire à la paix, la France aspire à la tranquillité, et les spectateurs aspirent à voir sur les écrans des héros qui les rassurent et qui ressemblent d'une certaine façon au niveau de vie qu'ils sont en train d'acquérir. Le boom économique des années 60 voit les classes moyennes profiter d'un taux exceptionnel de croissance. Les salaires s'envolent, le camping familial vit ses heures de gloire, les loisirs occupent une place essentielle dans la vie de la plupart des Français. La France produit, la France consomme. Cette prospérité fulgurante donne naissance à une caste de nouveaux riches, de petits patrons qui incarnent le monde trépidant des affaires. Ces hommes nouveaux sont un terrain de jeu idéal pour un Louis de Funès à l'affût des travers de ses semblables. Un costume 3 pièces, assoiffé de rosettes, une DS 19 noire, joyau de l'automobile BCBG, le businessman de Funès est né. Tour à tour directeur d'établissements privés dans les grandes vacances, grand restaurateur, armateur, marchand d'art dans le tatoué, industriel ou encore roi de l'emballage. Bon, mes chers amis, revenons à ce qui nous occupe ce soir. Directeur de la Société française d'emballage depuis bientôt 25 ans. Je n'ai jamais poursuivi qu'un seul but, respecter, servir et gâter mes bons et fidèles clients. Aussi, ai-je voulu que notre usine parisienne soit enfin digne du marché européen. Il faut que la société française... Il faut que la société française d'emballage devienne demain... devienne demain l'entreprise d'après-demain.
Petit personnel corvéable à merci. Signe extérieur de richesse, Louis de Funès va se fondre dans les habits de la réussite et de ses bonnes mœurs. Même le fidèle Cruchot fera les frais de sa nouvelle charge comique. Il se mariera avec une riche veuve, châtelaine de surcroît. Épouses qui devront le vouvoyer et qui seront priées de rester au foyer afin d'élever des enfants programmés à succéder au père à la tête de l'affaire familiale. D'adorables bambins qu'il n'hésitera pas à récompenser en cas de délation. Un registre sur fond d'argent roi qui va permettre à Louis de Funès de pousser à l'extrême sa caricature. Ils ont des Rolls blanches, les noirs. En tout cas, c'est pas à monsieur que ça risquerait d'arriver. Quoi donc? Que mademoiselle épouse un noir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que monsieur est peut-être un peu raciste. Raciste? Moi, raciste? Salomon, raciste? Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu palo, tu trouvez pas? Avec ce petit bouton. Et son cheveu sur la langue. Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il n'est pas juif. Bah si. Mais pas de votre famille. Si. Tout ça fait rien, je vous garde quand même. Il y a toujours des tartuffes, il y a toujours des avares, il y a toujours des hypocrites, et il y a toujours des naïfs, il y a toujours des cons, il y a toujours... Donc, vous les représentez, que ce soit un con de 2000 ans avant Jésus-Christ, il est toujours... Le con de 2002 est aussi con que celui de... C'est pour ça que De Funès a très bien reproduit les personnages. Autant de personnages qui ont conduit Louis de Funès à la célébrité, mais qui, parallèlement, le mettent dans une angoissante obligation de résultat. À chacune de ces apparitions, le public doit rire. Ah mais moi j'ai pas attendu, je voulais pas devenir vedette, c'est en Miami. Ça je voulais pas, je voulais être second rôle et être très tranquille. C'est René Simon qui nous avait dit ça. N'allez jamais dans le vedettariat, faites une belle petite carrière, vous aurez beaucoup plus d'argent, c'est bien plus tranquille, vous travaillerez tout le temps. Et j'étais comme ça, mais on m'a pris, on m'a collé. C'était lui qui portait le film. Hein. Bon, il y a la bru, mais c'est lui qui, c'était sur lui le film. Quand vous portez une responsabilité financière pareille, la crainte de l'échec et puis de décevoir, elle est quand même là. C'est vrai, c'est un homme qui vivait des tensions parce qu'il était très soucieux de la qualité de ce qu'il faisait. Il portait cette responsabilité très lourde et très chère sur les épaules. Cette pression permanente conduira Louis de Funès, dès les premiers Gendarmes en 1964, à s'impliquer toujours plus dans la chaîne de fabrication de ses films. Droit de regard sur le montage, participation au scénario, élaboration des gags, le comédien devient le maître de son jeu. Je ne veux plus être dirigé. C'est-à-dire, dis donc Louis, tu vas te mettre là et tu vas faire ça. Je vois pourquoi il me dit ça, il connaît, c'est moi, il n'y a que moi qui peux le sentir. Mais il peut me dire, dis donc, je crois que tu pourrais essayer ça, essayer, d'accord. Les ordres ne l'acceptent plus là-dedans, Félix. Il faut faire des âneries, surtout dans le comique. Un acteur comique est un auteur dans toute chose. On devrait leur dire d'ailleurs, on ne devrait jamais leur donner du texte à jouer, on devrait leur dire, dites, voilà une situation, vous allez m'écrire votre texte. Écrivez-moi votre texte, vous allez nous dire comment vous voyez, et puis le conseiller, les diriger tout doucement. Par exemple, le grand restaurant, l'histoire de la recette de patates où il devient Hitler, ça c'est une idée, une invention totale de Funès. Et il y en a plein comme ça, tout le temps. Louis n'arrêtait pas d'inventer, il n'arrêtait pas de trouver des choses. Vous prenez 1 Kilogramm Kartoffeln. Für wie viele Personen? Ça dépend, pour 6 personnes normales, ou alors pour une personne anormale, une grosse personne. Alors, 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss. Je donne la recette à Blier, et puis il dit, voulez-vous la donner à ce monsieur qui était allemand. Et le hasard veut que, vous savez, dans la vie, vous avez une ombre, là vous avez une ombre qui est faite par je ne sais pas quoi, par l'abat-jour, une feuille, n'importe quoi. Et cette ombre-là, c'est la tête d'Hitler, une tête de menace stérile, et l'autre est effondré de trouille. Voilà un bon gag. Je crois qu'il est bon. Muskatnuss, Herr Müller! Signor Riganti, monsieur le commissaire, haben Sie verstanden, Herr Müller? Ja. Auf Wiedersehen, Herr Müller.
Comme au bon vieux temps des Branquignoles, Louis de Funès, au cinéma, s'est constitué une famille professionnelle qui l'accompagnera tout au long de ses films. À l'œil impassible de la caméra, il a choisi, pour que le rire jaillisse naturellement, d'être entouré des siens, acteurs, techniciens, scénaristes et réalisateurs. Les techniciens, le plus possible ceux qu'il connaissait, ceux qui n'étaient pas libres, alors là, il était malheureux comme tout. Alors il fallait qu'il se fasse aux gens. Putain, on n'a pas besoin. Tu peux y aller pour la caméra? Non. Moteur. Ciao. Non. Deuxième plat. Deuxième plat. Dans Hibernatus, on avait une petite scène à faire tous les deux. On était en train de la tourner et il s'est arrêté. Et il a dit, qui c'est ce grand type là-bas qui me regarde et qui rit pas? Et c'était mon coiffeur qui faisait un stage, qui était un Canadien. Mais il n'avait pas l'habitude de rire. Et Louis, il a dit, il faut qu'il parte, parce que c'est pas possible. Il me fiche la trouille. C'était ça. Claude Jansac, bon, est là. Michel Galabru est là. Ils sont ceux qui sont... j'ai vu ça chez Gabin, hein. Il y avait la garde rapprochée, ce qu'on appelle... quand j'ai fait les gens sans importance avec Gabin, il y avait Dalban, il y avait Francoeur, il y avait Gabriel Gobin, il y avait parce que les acteurs qui avaient en face étaient sur le même diapason, la même tonalité de jeu, et que je te parle, tu me réponds, c'était à niveau, et comme Louis il aimait. Il suffisait de suivre ce qu'il faisait. Il faisait tellement de choses qu'il y avait toujours une bribe qui pouvait se rapporter à ce que vous faisiez vous. Je m'exprime peut-être mal, mais c'est ça. Germaine! Germaine! Qui m'appelle? C'est moi, ton mari, Bertrand. Ah oui, très bien. Germaine, j'ai à te parler. Oui. Ta fille a un amant. Moi aussi. Quoi? Je dis moi aussi, j'ai à te parler. Bon, alors vas-y, je t'écoute. Ta fille a un amant. C'est moi qui viens de te le dire. Oui, mais je le savais avant que tu me le dises. Tu sais sans doute aussi qu'elle attend un enfant. Bien sûr. Ah ben, c'est du propre. C'est le sort de toutes les femmes. Bravo, tu as les idées larges. Hé! Dis donc, non, te cache pas, je t'ai vu. Hé! Sors, allez! Allons! Viens ici. Qui est-ce? Qui est-ce? Bah, tu le sais aussi bien que moi, puisqu'il est venu te demander ma main. Oui, non, mais je veux entendre prononcer son nom de ta propre bouche, pour m'amuser, pour la musique. Enfin, qui est-ce? C'est Oscar. Oscar. De prise en prise, il construisait une séquence et il trouvait de nouvelles choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il fallait qu'il ait des partenaires extraordinairement sur le coup tout le temps, parce que lui était, je veux dire, il jouait chaque prise comme si c'était la meilleure, quoi. Mais quelquefois, ça pouvait arriver à la 8e, comme ça pouvait arriver à la 25e. Quoi. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je peux plus donner la fureur. Alors, entendu. T'es prêt, Forget? Des graves, moi. Oh, d'accord. Alors, attention. Silence! Alors, recommencez. Est-ce mon voisin de droite? Est-ce mon voisin de droite? Non. Allez-y. Est-ce mon voisin de droite? Monsieur le commissaire, vous êtes réfractaire. Qu'est-ce que Walter refuse de se manifester à cause de vous. Écoute, c'est comme ça. Mais celle-là, elle a raison, c'est comme ça qu'il faut le jouer. C'est ça qui me fait rigoler. Ah, oui. Bon, alors attention, vous y êtes? Bon. Ne le joue pas à fond, hein. Est-ce mon voisin de droite? Monsieur le commissaire, vous êtes réfractaire. Walter refuse de se manifester à cause de vous. Dans ces conditions, moi, je me mettre des mains de me foutre le camp parce que je suis avec vous. Non, pardon. Allez. Vous savez, quand on tourne une prise, on dit « Oh, c'est pas mal, on va la garder, on va essayer d'en faire une autre ». Avec lui, il était impossible d'en garder une pas mal. Il savait toujours faire foirer la prise avant qu'elle soit terminée, de manière à la rendre inutilisable, tant qu'il n'était pas content. C'est comme ça qu'on arrivait à faire un nombre incalculable de prises.
comme il était rarement content, et il n'y en avait pas une à peu près qu'on aurait pu utiliser, non, il s'arrangeait pour qu'elle n'aille pas à la fin, pour qu'il y ait un truc au milieu, pour qu'il y ait un truc. Allez, entrez, après vous allez voir, c'est terrible. Entrez. Ah, c'est possible. C'est pas possible, il était là. Enfin, il était là, il doit être là, je ne sors pas de là. Oh, quelle bafouille, non? Une façon de jouer quasi instinctive, un perfectionnisme de tous les instants, Louis de Funès, en athlète du rire, en boulimique de travail, ne s'est jamais économisé. En 10 ans seulement et 25 films en haut de l'affiche, de Pouic Pouic à Rabbi Jacob, il court un marathon sans relâche. Sans relâche aussi au théâtre quand il offre à son public à l'âge de 57 ans une reprise magistrale d'Oscar. Par 2 fois, je vais aux limites de mes forces, je ne peux même plus respirer, je suis obligé de m'allonger pour retrouver la respiration, parce qu'il y a Mario David qui est en scène, et à ce moment-là, moi, je lui aurais bien les 2-3 fables à dire, là, pour qu'il rallonge un petit peu, je retrouve mon souffle. Mais ça tombe pile, et puis il faut que je rentre, alors là, 300 à l'heure. Mais le 20 mars 1974, Louis de Funès est victime d'une attaque cardiaque. C'est là qu'il s'est abîmé la santé. Hein. C'est ce qui l'a emmené à son infarctus, c'est Oscar. Moi, je l'ai vu, le théâtre, il sortait de scène, c'était un rôle écrasant, il y allait à fond, il se couchait par terre, on lui donnait du sucre avant la scène suivante dans laquelle il allait rentrer, parce que c'est un type qui ne trichait pas. Le verdict des médecins est sans appel. Le rideau est tombé à jamais pour Louis de Funès, théâtre et cinéma sont désormais proscrits. Pourtant, à 62 ans, le cœur vacillant, mais l'âme toujours animée par le feu sacré, Louis de Funès reprend le chemin des plateaux. Il tourne en 1976 avec Claude Zidi, L'aile ou la cuisse, puis l'année suivante, La Zizanie. Il n'était pas question qu'il lui arrive la moindre chose. Donc on a engagé un cardiologue sur le tournage et on avait une ambulance sur le tournage en permanence. Pour qu'au cas où il arrive la moindre chose, en tout cas, il puisse être pris tout de suite, quoi, et sauvé, bien évidemment. Une épée de Damoclès qui va contraindre Louis de Funès, comique physique par excellence, à ne plus abuser de son corps fragilisé, un handicap qu'il va substituer par des trésors de mimique. Il accepte aussi désormais de partager l'affiche avec des comédiens de la génération montante, comme Coluche ou Jacques Villeray. Déclenchant toujours le rire, Louis de Funès saisit également l'occasion pour ajouter à sa palette comique de la candeur, de l'émotion, de la sensibilité et prouve à ceux qui en doutaient qu'il est un comédien complet. Ça te fait pas trop de peine que je m'en aille? Il vous fait rire à ton idée. Justement, les idées, on n'a plus les mêmes, alors on ferait que s'engueuler. T'es pas d'accord? J'ai aimé que toi, la Francine. Moi, pareil, le Bombay, je l'ai pas aimé, tu sais. Je sais maintenant. Il faut que tu sois heureuse tout plein. Tu m'en veux pas? Pourquoi que je t'en voudrais, ma petite fille? Faut que je t'embrasse, mon Glo. Oh, je sens le pinard. Dis pas de bêtises. Je te souhaite tous les bonheurs, ma Francine. Moi aussi, mon Claude. Preuve que la recette est bonne, ces 6 derniers films, dont 2 gendarmes et un avare, rencontrent le même succès. Avec cette pièce filmée, le comédien s'offre un dernier rêve. En 1980, sa carrière lancée par Oscar est sacrée tardivement par un César. 3 ans avant sa mort, par l'entremise de Jerry Lewis, la profession lui rend un hommage unanime. Maître incontesté du burlesque à la française, caricaturiste surdoué, perfectionniste acharné, mais quel est le secret de cet extraordinaire succès populaire, monsieur de Funès? Vous savez, c'est un don. C'est comme la comédie est un don. Sacha Guitry disait que ça ne s'apprend pas. On est, du verbe naître, on est comédien. Et puis on est comique aussi. C'est un don qu'on a. C'est parcimonieux, hein, il est distribué parcimonieusement. Enfin, on les a à différents stades. Chaplin, lui, il en a eu des tonnes, vous voyez, comme don. Et tant mieux pour nous. Voilà, c'est un don. Alors, mais on a le don
Alors il faut quand même y penser, il faut travailler, entrevoir les choses d'une façon comique, mais je crois que c'est automatique chez nous, je crois. On voit une chose, toc, on s'imagine instantanément dans son axe le plus drôle. Si par malheur, il perd sa place, si on le remplace, je serai pas inquiet. Il pourra, grâce à ses godasses, devenir sire de parquet. Quand je me balade dans mes godasses, quand il se balade dans ses godasses, dans mes godasses, le monde est à moi. Dans ses godasses, le monde est à lui. Faut dire qu'un pas dans mes godasses, faut dire qu'un pas dans ses godasses, pour un douanier, ça en fait 3. Ça en fait 3. Venez avec moi dans mes godasses. Il y a de l'espace pour vous et moi. Nous ferons le tour de la place. Moi avec vous, vous avec moi. Nous ferons le tour de la place. Moi avec vous, vous avec moi. Nous ferons le tour de la place. Moi avec vous, vous avec moi.